Et si ce n'était pas ton visage qui te rendait belle, mais la façon dont tu t'es reconstruite après la douleur. Nous vivons dans un monde qui te demande d'être parfaite avant d'être remarquée. Un monde qui te juge sur ce qu'il voit en surface, sans jamais chercher à comprendre ce que tu as traversé pour en arriver là. Mais voici ce que la psychologie nous enseigne, ce que Boris Cyrulnik a passé sa vie entière à démontrer. La beauté la plus profonde n'est pas celle qu'on applique le matin devant un miroir. C'est celle qui se construit silencieusement dans les moments où tu aurais pu te briser et où tu as choisi de te relever. Les femmes les plus lumineuses ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont appris à faire de leur souffrance une source de transformation. Elles ne cherchent plus à plaire, elles rayonnent tout simplement parce qu'elles se sont réconciliées avec elles-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces habitudes qui, une par une, changent non seulement ton apparence, mais la façon dont tu existes dans le regard des autres, et surtout dans le tien. La beauté véritable ne vient pas d'un miroir. Elle vient de l'intérieur d'une femme qui a choisi consciemment de ne plus se laisser définir par ses peurs, ses doutes ou le regard des autres. Pendant des années, on t'a appris à te comparer, à mesurer ta valeur à travers les yeux de ceux qui t'entouraient. Mais ce que la psychologie moderne nous révèle aujourd'hui, c'est que le rayonnement d'une femme ne naît pas de sa conformité aux standards extérieurs. Il naît de la relation qu'elle entretient avec elle-même, cette relation intime, souvent négligée, souvent blessée, mais toujours capable de guérir. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils de beauté ordinaires. Ce sont 7 habitudes profondes, psychologiques, émotionnelles, humaines, qui transforment une femme de l'intérieur. Et quand une femme change de l'intérieur, tout change autour d'elle. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui ne se laisse pas emporter par le chaos du monde extérieur. Quelque chose d'invisible, mais que tout le monde ressent dès qu'elle entre dans une pièce. Ce n'est pas son parfum, ce n'est pas sa tenue, ce n'est pas la façon dont elle sourit. C'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus rare. C'est son silence intérieur. Ce calme qu'elle porte en elle comme une forteresse douce, comme un espace que personne ne peut envahir sans sa permission. Et ce silence-là, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne s'obtient pas en fuyant la vie. Il s'obtient en apprenant à ne plus être esclave de ses propres réactions. Boris Cyrulnik l'a souvent dit dans ses travaux sur la résilience. Ce qui distingue les êtres qui rayonnent des êtres qui s'éteignent, ce n'est pas l'absence de tempête dans leur vie. C'est leur capacité à rester ancrés quand la tempête arrive. Et cette capacité, elle commence par une chose simple en apparence, mais révolutionnaire dans la pratique. Apprendre à s'arrêter avant de réagir. Nous vivons dans une époque qui valorise la vitesse. Répondre vite, décider vite, ressentir vite, publier vite. Tout va trop vite. Et dans cette course permanente, la femme moderne a appris à fonctionner en mode automatique, à réagir avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Une parole blessante reçue le matin devient une humeur qui colore toute la journée. Un message ambigu sur le téléphone devient une spirale d'interprétation anxieuse qui dure des heures. Une remarque anodine d'un collègue devient une remise en question profonde de sa valeur. Et dans tout cela,
elle s'épuise. Elle s'épuise à réagir à un monde qui n'a pas toujours conscience de l'impact qu'il a sur elle. Mais voici ce que la psychologie nous enseigne avec une clarté troublante. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu laisses le monde extérieur décider de ton état intérieur. Tu deviens, sans t'en rendre compte, une marionnette émotionnelle dont les fils sont tenus par les humeurs, les mots et les comportements des autres. Et une femme dont les fils sont tenus par les autres ne peut pas rayonner pleinement. Elle est trop occupée à gérer les turbulences qu'elle n'a pas choisies. Alors, qu'est-ce que le silence intérieur change concrètement? Il change tout. Quand une femme apprend à s'arrêter, à respirer, à observer ce qu'elle ressent avant de répondre ou d'agir, elle opère une transformation silencieuse mais radicale. Elle passe du mode réactif au mode choisi. Et ce passage, aussi discret soit-il, se voit. Il se voit dans la façon dont elle parle, avec une voix posée, sans précipitation, sans ce tremblement imperceptible de quelqu'un qui cherche à se défendre. Il se voit dans la façon dont elle écoute, vraiment profondément, sans préparer sa réponse, pendant que l'autre parle encore. Il se voit dans la façon dont elle occupe l'espace, sans s'excuser de prendre de la place, sans se contracter pour devenir plus petite, plus discrète, moins dérangeante. Le silence intérieur, c'est une forme de dignité silencieuse. C'est dire au monde, sans élever la voix, « Je suis là, je suis entière, et je ne me laisserai pas réduire ». Mais ce silence ne tombe pas du ciel. Il se cultive, il se pratique chaque jour dans les petits moments que la vie nous offre. Il se cultive dans ces secondes précieuses entre le stimulus et la réponse, ces secondes où tu peux choisir qui tu veux être. Il se cultive dans la méditation, dans la marche solitaire, dans le journal intime où tu déposes tes pensées pour les regarder de loin sans en être prisonnière. Il se cultive dans la capacité à dire « Je ne sais pas encore ce que je ressens, laisse-moi un moment », plutôt que d'exploser ou de te fermer hermétiquement. Et progressivement, ce silence devient une seconde nature. Il devient le sol stable sur lequel toute ta vie émotionnelle peut enfin reposer sans s'effondrer. Les neurosciences confirment ce que les grands sages ont toujours su. Un système nerveux régulé est un système nerveux qui perçoit le monde différemment. Une femme dont le système nerveux est apaisé perçoit moins de menaces là où il n'y en a pas. Elle interprète moins les silences des autres comme du rejet. Elle supporte mieux l'incertitude sans la transformer en catastrophe intérieure. Et cette femme-là, qui a appris à vivre dans son propre silence intérieur, dégage quelque chose que les mots peinent à décrire. Une présence, une solidité douce, une lumière qui ne vacille pas au premier souffle de vent. C'est cela, la première habitude des femmes qui rayonnent vraiment. Non pas l'absence d'émotions, car les émotions sont la preuve qu'on est vivante, mais la capacité à les traverser sans en être dévastée, la capacité à ressentir profondément et à choisir consciemment ce qu'on fait de ce qu'on ressent. Une femme qui choisit ses réactions choisit aussi son visage, choisit son énergie, choisit son rayonnement. Et ce choix-là, personne ne peut le lui prendre. Il existe une vérité que la société moderne préfère souvent taire, une vérité inconfortable mais libératrice que Boris Cyrulnik a consacré sa vie entière à démontrer à travers ses recherches, ses livres et ses témoignages. Toutes les femmes souffrent, toutes sans exception.
La femme que tu admires de loin pour sa grâce, pour son assurance, pour cette façon qu'elle a de traverser la vie comme si rien ne pouvait l'atteindre, elle aussi a eu ses nuits d'insomnie, ses larmes silencieuses, ses blessures que personne n'a vues. La différence entre elle et celle qui semble s'éteindre avec le temps n'est pas dans la quantité de douleur qu'elles ont reçue, elle est dans ce qu'elles ont décidé d'en faire. Et c'est précisément là que réside le secret de ce rayonnement particulier que dégagent certaines femmes, ce quelque chose d'indéfinissable qui attire les regards sans qu'elles aient besoin de le chercher. Elles ont fait de leur souffrance une posture, non pas une posture de victime, non pas une posture de guerrière endurcie qui ne ressent plus rien, mais une posture de femme qui a regardé sa douleur en face, qui l'a traversée et qui en est ressortie différente, plus profonde, plus vraie, plus elle-même. La résilience, dans le sens où Cyrulnik l'entend, n'est pas un rebond rapide. Ce n'est pas cette injonction moderne qui te demande de sourire 48 heures après un effondrement et de poster une citation inspirante sur les réseaux sociaux pour prouver que tu vas bien. Non. La résilience authentique est lente, elle est silencieuse, elle est parfois douloureuse dans son propre processus. Elle demande d'abord d'accepter que tu as été blessé, vraiment blessé, sans minimiser, sans relativiser trop vite, sans te dire que d'autres ont vécu pire, donc tu n'as pas le droit de souffrir. Elle demande de te donner la permission de ressentir ce que tu ressens pleinement, sans te juger pour cela. Et c'est justement cette permission que beaucoup de femmes se refusent. Elles ont appris très tôt que les émotions étaient encombrantes, qu'il fallait être forte, être courageuse, ne pas se plaindre, ne pas montrer ses failles. Alors elles ont rangé leurs blessures dans des tiroirs intérieurs qu'elles n'ouvrent jamais, persuadées que les ignorer suffisait à les faire disparaître. Mais une blessure non traversée ne disparaît pas. Elle se transforme en rigidité émotionnelle, en méfiance chronique, en cette façon de se tenir légèrement en retrait de la vie, comme si se protéger valait mieux que de risquer de souffrir encore. Et cette femme-là, aussi belle soit-elle physiquement, dégage une tension, une fermeture, une armure invisible que les autres perçoivent sans toujours pouvoir la nommer. À l'inverse, la femme qui a choisi de traverser sa douleur, de l'explorer avec courage et bienveillance envers elle-même, cette femme dégage quelque chose de radicalement différent. Elle dégage de la profondeur. Cette profondeur que l'on reconnaît dans le regard de quelqu'un qui a vécu, qui a souffert et qui a choisi de rester ouvert malgré tout. C'est une profondeur qui attire parce qu'elle est rare. Parce que, dans un monde superficiel, une femme profonde est une anomalie précieuse. Et cette profondeur se voit, elle se lit sur son visage, dans la façon dont elle écoute sans juger, dans la façon dont elle répond aux difficultés des autres, avec une empathie qui ne sonne pas creux, parce qu'elle sait, elle, ce que souffrir veut dire. La résilience comme posture, c'est aussi une façon de se tenir dans le temps. C'est comprendre que chaque épreuve traversée ajoute une couche à ta personnalité, une nuance à ton caractère, une richesse à ton humanité. Les femmes qui ont traversé des deuils, des trahisons, des échecs, des remises en question profondes, et qui ont choisi de ne pas s'y noyer, portent en elles une sagesse douce que les années seules ne peuvent pas donner.
C'est une sagesse qui se construit dans la douleur acceptée, dans les larmes versées jusqu'au bout, sans les retenir, dans les nuits où l'on touche le fond et où l'on découvre, parfois avec stupéfaction, qu'il y a quelque chose en nous qui résiste, qui refuse de disparaître, qui cherche encore la lumière même dans le noir le plus profond. Ce quelque chose, Cyrulnik l'appelle le tuteur de résilience, cette ressource intérieure ou extérieure qui permet à l'être humain de se reconstruire après la fracture. Et pour beaucoup de femmes, cette ressource, c'est d'abord elle-même. C'est la décision, intime, parfois inconsciente, de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot, de ne pas se définir par ce qu'on a perdu, mais par ce qu'on a choisi de devenir après la perte. Et c'est précisément cette décision qui transforme une femme de l'intérieur, qui change la façon dont elle marche, dont elle parle, dont elle se présente au monde. Non pas avec arrogance, non pas avec cette dureté de ceux qui ont souffert et qui le font payer aux autres, mais avec cette grâce particulière de ceux qui ont appris que la vie peut faire mal et qu'elle vaut quand même la peine d'être vécue pleinement, intensément, sans se replier sur soi-même par peur de souffrir encore. La beauté de la résilience est là, dans cette ouverture maintenue malgré tout, dans ce cœur qui a été brisé et qui a choisi de rester capable d'aimer, dans ces yeux qui ont pleuré et qui savent encore s'émerveiller. C'est cela que les gens voient quand ils disent qu'une femme est belle sans savoir vraiment pourquoi. Ils voient une femme qui s'est relevée, et il n'y a rien de plus beau que cela. Il y a une violence que personne ne voit, une violence qui ne laisse pas de traces visibles sur le corps, mais qui ronge silencieusement l'âme d'une femme jour après jour, nuit après nuit. Et cette violence a un nom précis, le regard cruel qu'une femme pose sur elle-même. Ce regard intérieur, souvent hérité de l'enfance, souvent renforcé par une société qui a fait de l'imperfection féminine un commerce lucratif, est probablement l'une des choses les plus destructrices qu'une femme puisse vivre, et paradoxalement l'une des plus normalisées. On en rit même parfois, entre femmes, comme si se critiquer mutuellement et individuellement était une forme de complicité, comme si détester son corps ou douter constamment de sa valeur était une condition naturelle et inévitable de la féminité. Mais ce que la psychologie nous dit, ce que Boris Cyrulnik nous a appris à travers des décennies de travail sur la construction de l'identité et de l'image de soi, c'est que la façon dont une femme se regarde elle-même est la fondation sur laquelle repose absolument tout le reste de sa vie émotionnelle, relationnelle et même physique. Parce que le regard que tu poses sur toi-même ne reste pas à l'intérieur. Il filtre à travers chaque pore de ta peau, il colore chaque mot que tu prononces, il informe chaque posture que ton corps adopte naturellement dans l'espace. Une femme qui se regarde avec cruauté marche différemment. Elle occupe moins d'espace, elle s'excuse d'exister. Elle cherche constamment dans les yeux des autres une validation que son propre regard ne lui offre jamais. Elle peut passer des heures à se préparer le matin et pourtant sortir de chez elle avec ce doute fondamental, ce sentiment sourd que quelque chose en elle est fondamentalement insuffisant, fondamentalement trop ou pas assez, trop sensible ou pas assez forte, trop présente ou pas assez visible. Et ce doute-là, aussi discret soit-il, se perçoit.
Les autres le sentent sans pouvoir l'expliquer, cette légère hésitation dans sa façon d'être, cette façon qu'elle a de minimiser ses succès, de s'excuser avant même qu'on lui reproche quoi que ce soit, de se rendre plus petite pour ne pas déranger. À l'opposé, une femme qui a appris à se regarder sans jugement, sans cette voix intérieure, qui commente, critique et condamne en permanence, dégage quelque chose de radicalement différent. Elle n'est pas nécessairement celle qui s'aime parfaitement, car l'amour de soi parfait est une illusion que la psychologie sérieuse ne vend pas. Mais elle est celle qui a établi avec elle-même une relation de respect fondamental, une relation qui dit « je ne suis peut-être pas parfaite, mais je mérite d'être regardée avec bienveillance, y compris par moi-même ». Et cette relation-là change tout. Elle change la façon dont elle entre dans une pièce avec cette présence tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé pour exister. Elle change la façon dont elle reçoit les compliments sans les déflexions automatiques, sans ce réflexe de diminuer ce qu'on lui offre parce qu'elle ne se sent pas digne de le recevoir. Elle change la façon dont elle réagit aux critiques, non plus avec cette vulnérabilité effondrée de celle dont la valeur entière dépend du regard des autres, mais avec cette solidité douce de celle qui sait qui elle est indépendamment de ce qu'on pense d'elle. La construction de ce regard bienveillant sur soi-même est un travail, un vrai travail, profond, souvent inconfortable, qui demande de remonter aux sources de cette cruauté intérieure pour comprendre d'où elle vient. Et très souvent, en remontant ce fil, on découvre que ce regard cruel n'est pas le nôtre à l'origine. Il appartient à quelqu'un d'autre, un parent trop critique, un partenaire qui a utilisé nos insécurités comme des armes, une société qui a fait de la comparaison féminine un sport national. On a intériorisé ces voix extérieures au point de les confondre avec notre propre vérité intérieure. Et le travail de transformation consiste précisément à faire ce tri délicat, à apprendre à identifier ces voix étrangères pour les reconnaître comme ce qu'elles sont, non pas la vérité sur qui tu es, mais les opinions de personnes qui avaient leurs propres blessures, leurs propres limites, leur propre impossibilité d'aimer correctement. Ce travail se fait dans la thérapie, il se fait dans l'écriture, il se fait dans ces moments de solitude choisis, où tu prends enfin le temps de t'asseoir avec toi-même, sans fuir dans l'occupation permanente, sans noyer le silence dans le bruit des écrans et des distractions. Il se fait aussi dans le corps, parce que le corps garde la mémoire de chaque regard cruel reçu et intériorisé, et apprendre à habiter son corps avec douceur, à le toucher avec respect, à le nourrir avec soin, plutôt qu'à le punir ou le contrôler avec violence, fait partie intégrante de ce processus de réconciliation. Et quand cette réconciliation commence, même partiellement, même imparfaitement, quelque chose de visible se produit dans le visage d'une femme. Une détente, un relâchement de cette tension chronique que le regard cruel maintenait dans chaque muscle, dans chaque expression. Les traits s'adoucissent, non pas parce que les années ont reculé, mais parce que la guerre intérieure s'est apaisée. Et une femme en paix avec elle-même est une femme dont la beauté ne dépend plus de l'approbation du monde extérieur. Elle rayonne d'une lumière propre, stable, authentique, la lumière de quelqu'un qui s'est enfin accordé le droit d'exister pleinement, telle qu'elle est, sans s'excuser et sans se justifier.
il existe une fatigue particulière, une fatigue que beaucoup de femmes connaissent intimement sans toujours avoir les mots pour la nommer, une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil ou la surcharge de travail. Une fatigue qui vient de plus loin, de plus profond, et qui s'installe progressivement dans le corps et dans l'âme, à force de vouloir être aimé de tout le monde, à force de se plier, de s'adapter, de se contorsionner émotionnellement pour rentrer dans les attentes des autres, pour ne pas décevoir, pour ne pas être abandonné, pour mériter une place dans le cœur de ceux qui l'entourent. Cette fatigue-là est le signal d'alarme que la psychologie reconnaît comme l'un des indicateurs les plus clairs d'une vie relationnelle qui coûte plus qu'elle ne nourrit. Et Boris Cyrulnik, dans sa compréhension profonde des liens humains et de leur impact sur la construction de l'identité, a souvent souligné cette vérité fondamentale. La qualité des liens qu'un être humain entretient est directement liée à la qualité de sa vie intérieure, à sa capacité à se sentir en sécurité dans le monde, à son aptitude à rayonner, ou au contraire à s'éteindre progressivement sous le poids de relations qui vampirisent sans jamais redonner. Une femme qui cherche à être aimée de tous vit dans une forme d'urgence émotionnelle permanente. Elle surveille constamment les signaux que les autres lui envoient, elle interprète les silences, elle analyse les tons de voix, elle relie les messages en cherchant des indices cachés sur ce que l'autre pense vraiment d'elle. Elle dit oui quand elle veut dire non, elle minimise ses besoins pour ne pas paraître trop exigeante, elle avale des remarques blessantes, sans réagir pour préserver une harmonie de surface qui lui coûte une énergie considérable. Et dans cette course épuisante à l'approbation universelle, elle perd quelque chose d'essentiel, elle se perd elle-même. Elle devient progressivement une version appauvrie d'elle-même, façonnée par les désirs et les attentes des autres, plutôt que par ses propres valeurs, ses propres besoins, sa propre vérité intérieure. Et paradoxalement, plus elle cherche à être aimée de tous, moins elle se sent vraiment aimée, parce que l'amour qu'elle reçoit ne s'adresse pas à qui elle est vraiment, mais à la version d'elle-même qu'elle a construite pour plaire, et cette version-là, aussi soignée soit-elle, reste creuse, reste insatisfaisante, reste incapable de combler ce besoin profond d'être vue et aimée dans sa totalité. La transformation commence le jour où une femme prend conscience de ce mécanisme et décide, non sans courage, de changer de direction. Non pas de se fermer aux autres, non pas de construire des murs d'indifférence pour se protéger, mais de commencer à choisir ses liens avec la même attention et la même exigence bienveillante qu'elle mettrait à choisir ce qu'elle met dans son corps pour se nourrir. Parce que les relations sont une nourriture. Elles peuvent te fortifier ou t'affaiblir. Elles peuvent t'aider à grandir ou te maintenir dans des schémas qui t'étouffent. Elles peuvent te renvoyer une image de toi-même qui t'élève ou une image qui te diminue. Et une femme qui a compris cela commence à regarder ses relations différemment, non plus avec la question anxieuse « est-ce que cette personne m'aime ?», mais avec la question plus profonde et plus juste « est-ce que cette relation me permet d'être pleinement moi-même ? Est-ce qu'elle m'apporte de l'énergie ou m'en prend ? Est-ce qu'elle me voit vraiment ou seulement ce qu'elle a besoin de voir en moi ?
Cette sélection relationnelle n'est pas de l'égoïsme, même si une société qui valorise le sacrifice féminin aura tendance à la présenter comme telle. C'est au contraire un acte de responsabilité envers soi-même et envers les autres, parce que une femme qui se nourrit bien relationnellement est une femme qui a quelque chose à donner, qui peut offrir une présence authentique, une écoute réelle, un amour qui ne vient pas de la peur d'être abandonné, mais du désir sincère de contribuer à la vie de l'autre. Et cette femme-là, qui a appris à choisir ses liens plutôt qu'à les subir, dégage quelque chose de perceptible dans sa façon d'être dans le monde. Elle est moins dans l'attente, moins dans la surveillance, moins dans cette anxiété relationnelle qui use les traits et alourdit le regard. Elle est plus présente, plus détendue et plus authentique dans ses interactions, parce qu'elle n'est plus en train de jouer un rôle pour mériter une place, elle occupe simplement la place qui lui revient avec une tranquillité que les liens nourrissants ont rendue possible. Les neurosciences confirment d'ailleurs que les relations de qualité ont un impact direct sur notre biologie, sur notre système nerveux, sur la production des hormones qui régulent non seulement notre humeur, mais aussi notre apparence physique, notre vitalité, l'éclat de notre peau, la légèreté de notre démarche. Une femme entourée de liens qui la nourrissent dort mieux, rit plus souvent, supporte mieux le stress, vieillit différemment. Non pas parce que l'amour des autres est une solution magique à tous les problèmes, mais parce que se sentir vraiment vu, vraiment accepté, vraiment aimé dans sa complexité et ses contradictions, c'est l'une des expériences les plus régénératrices que l'être humain puisse vivre. Choisir ses liens, c'est donc choisir sa vie. C'est décider que ton énergie, ton temps, ta vulnérabilité sont précieux et méritent d'être offerts à des personnes qui en prennent soin. Et cette décision, aussi simple qu'elle puisse paraître, est l'une des plus belles choses qu'une femme puisse faire pour elle-même et l'une des plus visibles dans la façon dont elle rayonne au quotidien. Il y a une question que la philosophie pose depuis des siècles et que la psychologie moderne a finalement appris à mesurer, à observer, à comprendre dans ses effets concrets sur le corps et sur l'âme, une question qui semble abstraite en apparence, mais qui est en réalité la plus pratique, la plus urgente, la plus transformatrice que l'on puisse se poser. Pourquoi est-ce que je vis ? Pas dans le sens existentiel angoissé de celui qui doute de la valeur de l'existence, mais dans le sens vivant, dynamique, orienté de quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui donne à sa vie une direction, une saveur, une raison de se lever le matin avec quelque chose d'autre que l'obligation et la routine. Boris Cyrulnik a consacré une part importante de ses recherches à cette question du sens, notamment à travers le prisme de la résilience, en montrant que les êtres humains qui survivent aux traumatismes les plus sévères, qui se reconstruisent après les effondrements les plus profonds, sont presque toujours ceux qui ont réussi à trouver ou à retrouver un sens à ce qu'ils vivent, une raison qui transcende la douleur du moment présent et qui leur permet de se projeter vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et ce qu'il a observé chez ces êtres résilients, c'est précisément ce que l'on perçoit chez les femmes qui rayonnent d'une beauté inexplicable, indépendante de leur âge, de leur apparence physique. De leur statut social, elles ont un sens. Elles savent
même confusément, même imparfaitement, pourquoi elles sont là. Et cette certitude intérieure, aussi fragile soit-elle parfois, change absolument tout dans la façon dont elles habitent leur corps, leur temps, leurs relations et leur espace dans le monde. Une femme sans sens est une femme qui dérive. Elle peut avoir une vie confortable en apparence, une belle maison, un travail stable, des relations satisfaisantes en surface, et pourtant ressentir au fond d'elle-même ce vide particulier, cette impression persistante que quelque chose d'essentiel manque, que sa vie se déroule, mais ne signifie pas vraiment qu'elle joue un rôle dans une pièce dont elle n'a pas choisi le texte. Et ce vide-là se voit. Il se voit dans ce regard légèrement absent qu'elle peut avoir même au milieu d'une conversation animée, dans cette fatigue de fond qui ne disparaît pas même après une bonne nuit de sommeil, dans cette façon de traverser les journées en mode automatique sans jamais être vraiment touchée par ce qui se passe autour d'elle. À l'inverse, une femme portée par un sens, qu'il soit grand ou modeste, qu'il prenne la forme d'une vocation professionnelle ou d'un engagement maternel profond, d'une passion artistique ou d'un combat pour une cause qui lui tient à cœur, d'un projet de vie personnelle ou d'une spiritualité qui lui offre un cadre de compréhension du monde, cette femme dégage une énergie particulière, une énergie directionnelle, comme si toute sa vie était orientée vers quelque chose et que cette orientation lui conférait une cohérence, une unité, une dignité intérieure que rien d'extérieur ne peut vraiment entamer. Le sens n'a pas besoin d'être grandiose pour être transformateur. C'est une erreur fréquente que de penser que seules les grandes causes, les destins exceptionnels, les vies spectaculaires méritent d'être appelées significatives. Le sens peut être intime, discret, profondément personnel. Il peut résider dans la façon dont une femme choisit d'élever ses enfants avec une conscience que ses propres parents n'avaient pas. Il peut résider dans la pratique quotidienne d'un art qui n'a pas besoin d'être vu par le monde pour avoir de la valeur. Il peut résider dans l'engagement auprès de sa communauté, dans le soin apporté à une personne âgée, dans la transmission d'un savoir, dans la création d'un espace de beauté ou de paix, dans un monde souvent chaotique. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du sens, c'est son authenticité. C'est qu'il vienne vraiment d'elle, de ses valeurs les plus profondes, de ce qui l'émeut sincèrement, de ce qui lui donne envie de se dépasser sans que personne n'ait besoin de la pousser. Et quand une femme trouve ce sens authentique, quand elle cesse de vivre la vie que les autres ont imaginée pour elle et commence à construire la vie qui correspond à ce qu'elle est vraiment au plus profond d'elle-même. Quelque chose de visible et de profond se produit dans son corps et dans son visage. Une légèreté apparaît. Non pas la légèreté de l'insouciance, mais celle de la cohérence, de l'alignement entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Elle souffre peut-être encore, elle doute certainement encore, mais elle souffre et elle doute dans une direction, et cette direction lui donne une colonne vertébrale émotionnelle que rien ne peut vraiment briser. Les recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui ont un sens fort à leur vie ont une meilleure santé physique, une immunité plus robuste, une longévité plus grande, une qualité de présence dans leurs relations plus élevée. Elles vieillissent différemment, non pas sans rides,
non pas sans les marques du temps, mais avec cette beauté particulière des visages qui ont vécu intensément et consciemment, des visages où chaque ligne raconte quelque chose de vrai, quelque chose de choisi, quelque chose de pleinement assumé. Une femme qui sait pourquoi elle se lève le matin n'a pas besoin que le monde lui confirme qu'elle est belle. Elle le sait d'une façon qui va bien au-delà du miroir, d'une façon qui réside dans le sentiment profond et stable d'être exactement là où elle doit être, en train de faire exactement ce qui a du sens pour elle. Et cette certitude-là rayonne d'une lumière que personne, absolument personne, ne peut éteindre. La beauté n'est pas ce que l'on t'a appris à croire. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas un standard, ce n'est pas un chiffre sur une balance ou un reflet figé dans un miroir froid. La beauté, la vraie, celle qui traverse le temps et que personne ne peut te prendre, elle se construit. Elle se construit dans le silence que tu apprends à cultiver quand le monde autour de toi crie trop fort. Elle se construit dans chaque blessure que tu as choisi de traverser plutôt que de fuir, dans chaque nuit difficile où tu as touché le fond et où quelque chose en toi a refusé de rester là. Elle se construit dans le regard que tu poses enfin sur toi-même, ce regard sans cruauté, sans comparaison, sans cette voix intérieure qui te demande d'être différente de ce que tu es. Elle se construit dans les liens que tu choisis avec soin, ces liens qui te nourrissent, qui te voient, qui te permettent d'être pleinement toi-même sans t'excuser de ta complexité. Et elle se construit surtout dans le sens que tu donnes à ta vie, dans cette raison profonde et authentique qui oriente chacun de tes pas vers quelque chose qui t'appartient vraiment. Ce que Boris Cyrulnik nous a appris à travers des décennies de recherche sur la résilience humaine, c'est que l'être humain n'est jamais figé, que les blessures ne sont pas des destins, que ce qui a été abîmé peut être reconstruit, non pas à l'identique, non pas comme si la douleur n'avait pas existé, mais différemment, plus profondément, avec cette richesse particulière que seule la traversée de l'épreuve peut offrir. Et cette vérité vaut pour toi, aujourd'hui, là où tu en es, avec ton histoire, tes cicatrices, tes doutes et tes forces que tu ne vois peut-être pas encore clairement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour rayonner. Tu as besoin d'être vraie. Tu as besoin de te choisir chaque jour dans les petits gestes comme dans les grandes décisions. Te choisir dans la façon dont tu te parles quand personne ne t'entend. Te choisir dans les relations que tu acceptes ou que tu laisses partir. Te choisir dans la vie que tu construis, non pas celle qu'on a imaginée pour toi, mais celle qui résonne avec ce que tu es au plus profond de toi-même. Alors prends un moment, maintenant, après avoir regardé cette vidéo. Pas pour changer tout de suite, pas pour dresser une liste de résolutions que tu oublieras dans une semaine. Juste pour t'asseoir avec toi-même, en silence, et te poser cette question simple et bouleversante à la fois. Parmi tout ce que tu as entendu aujourd'hui, qu'est-ce qui a résonné en toi? Qu'est-ce qui a touché quelque chose que tu savais déjà, mais que tu n'avais peut-être jamais osé formuler? Cette résonance-là, cette petite lumière intérieure qui s'allume quand on entend une vérité qui nous appartient, c'est déjà le début de quelque chose. C'est déjà le premier pas vers une version de toi-même plus libre, plus entière, plus lumineuse. Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu portais en silence,
Partage-la avec une femme dans ta vie qui en a besoin. Parce que certaines vérités ont le pouvoir de changer une vie quand elles arrivent au bon moment. Et abonne-toi, non pas pour suivre une chaîne de plus, mais pour continuer ce chemin ensemble, doucement, profondément, vers cette beauté qui a toujours été en toi et qui n'attendait que d'être reconnue.